Mais contrairement à ce qui se passe justement devant la CCGA, dans les autres juridictions communautaires, comme j'ai essayé de montrer, il peut arriver même que des individus saisissent la juridiction communautaire. On va y revenir. Pour revenir plus précisément à votre livre, la Cour commune de justice et d'arbitrage, Cour de cassation donc, des États membres de l'OHADA, a donc aussi une vocation consultative qui est expressément consacrée par le traité OHADA, mais il se trouve que cette vocation consultative qui s'exprime par des avis que rend la Cour est délimitée par certains domaines, et c'est ce que vous montrez dans la première partie de votre livre, et obéit aussi à une procédure bien définie. Et ça, c'est la deuxième partie de votre ouvrage. Oui. Pourquoi vous avez délimité juste là les deux parties? Bon, j'ai délimité pour faciliter la compréhension, parce que lorsqu'on parle simplement de demande d'avis, il faut bien pouvoir donner un contenu et pouvoir expliquer. J'ai ressorti cette différence parce qu'effectivement, j'étais en train de faire également une étude comparative. Alors, j'ai essayé de démontrer qu'il y a une demande d'avis qui est obligatoire et une demande d'avis qui peut être facultative. Exact. Vous voyez? Alors, la demande d'avis obligatoire, n'est-ce pas, est celle qui doit absolument être présentée à la Cour, parce que la Cour doit donner un avis, n'est-ce pas, préalablement à la norme communautaire. Ça, c'est dans ce cas-là. Vous imaginez, par exemple, que le législateur communautaire doit légiférer sur un autre domaine. Alors, il y a un projet d'acte uniforme, n'est-ce pas, qui doit être adopté. Alors, le Conseil des ministres va se prononcer au vu, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'éléments qu'on lui a présentés, y compris l'avis que la Cour aura donné. Oui. Parce que la Cour reçoit le projet d'acte uniforme, il l'examine et voit s'il y a eu la cohérence, en tout cas, voit si les conditions sont réunies pour que le texte puisse être adopté. Là, c'est une demande d'avis obligatoire. C'est vrai que le texte n'a pas dit ce qu'il adviendrait si la Cour ne donnait pas un avis. Mais dans tous les cas, la demande d'avis est obligatoire. Il faut absolument que la Cour donne un avis en ce moment-là. Une petite pause. Restez avec nous. Le temps de découvrir d'autres livres nouvellement parus. On se retrouve tout de suite. Le droit des affaires dans l'espace OHADA, première édition. Le livre de Higuine Dida Samboulou est une présentation suivant la pratique notariale du droit des affaires dans l'espace OHADA. Il contient entre autres une partie consacrée au cadre juridique et aux principes généraux de ce droit. L'ouvrage s'intéresse aussi aux acteurs de la vie des affaires, aux effets de commerce, aux opérations de banque ainsi qu'aux opérations de bourse. Le droit des affaires dans l'espace OHADA, première édition de Higuine Dida Samboulou dans la collection Études africaines de l'Harmattan. Bienvenue à tous pour cette deuxième partie donc, de Vox Books. Nous recevons aujourd'hui Maître Jérémy Wambo, qui est donc depuis 2011 juriste référendaire à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Il est l'auteur de la procédure consultative devant les juridictions communautaires africaines et dans son livre, il a pris le cas de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Maître Wambo, dans la première partie de votre livre, vous commencez d'abord par les domaines de l'avis consultatif, parmi lesquels il y a l'avis consultatif obligatoire de la Cour. Tout à fait. Alors, la Cour est obligée d'être consultée, n'est-ce pas, pour se prononcer sur les projets d'actes communautaires. Elle doit donner un avis. Alors, il en est ainsi même pour les projets de règlement, projets de règlement qui doivent, n'est-ce pas, légiférer sur tel ou tel aspect du droit communautaire. Alors, en dehors de ça, donc, il y a la demande d'avis qui peut être facultative, n'est-ce pas, facultative en ce sens que la personne qui demande l'avis n'est pas obligée de la demander. Exact. Alors, c'est le cas des États. Lorsque un État veut, par exemple, avoir une idée claire de l'interprétation d'une disposition communautaire, ou lorsque, n'est-ce pas, elle veut prendre un texte national qui doit être en harmonie avec une disposition communautaire et qu'il y a quelques flous, l'État
peut demander à la CCGA de lui donner, n'est-ce pas, une ligne de conduite, de lui donner une ligne de conduite, et la Cour va se prononcer. Il y a également des cas où c'est une juridiction nationale qui se trouve confrontée à une interprétation d'une disposition, et puis elle décide de saisir la Cour pour dire, écoutez, moi j'ai une affaire qui me dérange, qu'est-ce que vous me répondez par rapport à telle question particulièrement? En ce moment-là, la Cour va donner un avis qui va lui permettre de se prononcer. Mais attention, l'avis qui est donné par la Cour, que ce soit dans le cas de la demande d'avis obligatoire ou dans le cas de la demande d'avis facultatif, est un avis qui est facultatif. L'auteur de la demande d'avis n'est pas obligé de suivre la conduite que lui a indiquée la Cour. Et c'est là la différence, justement, avec les autres juridictions communautaires que j'ai évoquées, notamment la Cour de justice de la CEDEAO, la Cour de justice de la CEMAC. Par contre, quel que soit le domaine, et c'est ce que vous expliquez dans votre deuxième partie, il est inéluctable cependant de respecter le déroulement de la procédure consultative. Absolument, parce qu'il y a toute une procédure qui doit être mise en place. C'est vrai que les spécificités des procédures que nous avons évoquées n'ont pas une très grande incidence justement sur la décision, notamment la forme de l'acte de saisine de la Cour. Alors, on vous dit que la Cour est saisie par une requête écrite, n'est-ce pas? Donc, quand il s'agit, par exemple, d'un État, ou bien du Conseil des ministres, ou bien du secrétariat permanent qui saisit la Cour, c'est une requête écrite. Alors, lorsqu'il s'agit d'une juridiction nationale, on vous dit, c'est la décision de la juridiction nationale, n'est-ce pas, qui demande l'avis, qui doit servir d'acte introductif d'instance. Mais le plus important dans la procédure, c'est le débat contradictoire. Le débat contradictoire en ce sens que lorsque la Cour reçoit les demandes d'avis, elle s'arrange justement à les dispatcher dans les États membres de l'OHADA pour leur permettre de donner également leur point de vue relativement à la question qui a été posée. Vous voyez donc que cette procédure est importante en ce sens qu'elle limite, n'est-ce pas, elle limite les marges d'erreur. Ce que nous avons regretté, c'est qu'il n'est pas permis aux individus, n'est-ce pas, de saisir la Cour de demande d'avis. Il n'a pas été non plus permis aux ordres professionnels, n'est-ce pas, l'ordre des avocats, l'ordre des pharmaciens et tout ça, de pouvoir solliciter les avis. Alors que justement, dans le cadre des autres juridictions communautaires, même si l'énumération peut être limitative, la procédure est un peu souple. La procédure est un peu souple. En ce sens même que devant ces juridictions-là, on peut comparaître et faire des observations orales. Alors que devant la CCGA, la procédure est entièrement écrite. En fait, votre objectif est d'aider vos lecteurs à mesurer l'exactitude de l'observation faite par la doctrine et les commentateurs que la procédure judiciaire contentieuse ou consultative devant la Cour commune de justice et d'arbitrage, une procédure qui est un peu spécifique, je ne dirais même pas spécifique, elle est spécifique en son genre et n'a pas en fait de semblable dans le monde. Oui, ça c'est vrai parce que déjà j'ai dit d'entrée de jeu que en tant qu'organisation communautaire, le but poursuivi pour l'atteindre, il faut absolument qu'il y ait une harmonisation dans les interprétations. La CCGA est spécifique en ce sens justement qu'elle rend des avis, comme je l'ai dit, qui sont facultatifs, n'est-ce pas, dont l'auteur n'est pas obligé d'en tenir compte, mais d'un autre côté, elle statue sur les recours en cassation. Ça veut dire que si la Cour donne un avis dont l'auteur ne veut pas tenir compte et que par la suite il y a un contentieux, la Cour ne pouvant pas se dédier va forcément, n'est-ce pas, censurer la décision qui a été rendue. Et la précision qu'il faut faire, c'est que lorsque la Cour censure donc cette décision,
elle doit prendre, n'est-ce pas, l'entier litige et rendre une décision. Vous voyez, si vous voulez, si ce n'est pas clair, vous me dites. Hein, parce que je l'espère bien pour nos téléspectateurs que c'est effectivement, c'est ça. Et c'est là également la différence fondamentale avec les autres juridictions communautaires. Devant les autres juridictions communautaires, il y a ce qu'on appelle le recours préjudiciel. Alors, le recours préjudiciel intervient lorsque une juridiction saisie a une difficulté à appliquer une norme communautaire. En ce moment-là, elle est obligée de saisir la juridiction communautaire si on est en instance d'appel. Mais si on est en première instance, elle n'est pas obligée. Parce qu'effectivement, il y a possibilité d'appel et en appel, on peut rectifier les erreurs. Alors, dans le cas du recours préjudiciel, la conduite qui est indiquée par la juridiction communautaire doit être suivie par l'auteur du recours préjudiciel. Beaucoup de précisions qu'il faut retrouver notamment dans votre livre, un ouvrage qui montre, mais également qui démontre l'originalité de la procédure consultative devant la CCJA, qui, à la différence par exemple de la procédure devant la Cour de justice des communautés européennes, la CJCE par exemple, se manifeste par la possibilité offerte au Conseil des ministres de l'OHADA et aux États parties de demander l'avis de la CCJA. Votre livre témoigne aussi de l'ingéniosité un peu judiciaire ou juridique africaine au service donc de l'uniformisation du droit des affaires. Tout à fait, tout à fait. Et tout à fait, justement, et je voulais insister là-dessus pour indiquer que la spécificité de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, c'est de statuer sur les recours en cassation, de casser les arrêts, de ne pas les renvoyer dans les États, comme cela se fait, n'est-ce pas, devant les cours suprêmes nationales, mais de s'emparer de l'entier litige et de rendre une décision. Exact. Il y a des questions qui se posent, forcément, parce que dans cette activité, la Cour commune de justice et d'arbitrage est obligée de se prononcer sur des questions même de droit interne. Là, c'est un autre débat. Mais la spécificité, effectivement, c'est que la Cour rend des décisions qui font jurisprudence dans tous les États, qui s'imposent dans tous les États, à côté, justement, des avis qu'elle rend. Merci beaucoup, Maître Jérémie Wambo. On le disait tout à l'heure, donc, au début de l'émission. Depuis 2011, vous êtes juriste référendaire à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Vous êtes l'auteur, et ça c'est votre dernier ouvrage publié, de la procédure consultative devant les juridictions communautaires africaines. Vous avez pris le cas de la Cour commune donc, de justice et d'arbitrage de l'OHADA, un livre qui est rédigé pour tous ceux qui s'intéressent au droit OHADA et au droit communautaire africain. Vous avez dit c'est le dernier livre. Le dernier livre, c'est plutôt... C'est la deuxième édition. Oui. Donc la deuxième édition de la saisine de la Cour commune de justice et d'arbitrage. En matière contentieuse. Exact. En tout cas, on se retrouvera peut-être la prochaine fois aussi pour parler de cet autre livre. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci surtout à vous de nous avoir suivis et d'avoir été avec nous. On se quitte avec d'autres livres disponibles en librairie. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Le droit OHADA des sociétés coopératives de Jean Gatsi. Le 15 décembre 2010, le droit uniforme issu de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires s'est enrichi d'un nouvel instrument juridique. Il s'agit de l'acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives. Ce livre est le premier à s'intéresser à ce nouvel outil d'assainissement et de sécurisation des affaires. À travers des développements concis, l'auteur y explique les subtilités des sociétés coopératives de droit OHADA. Le droit OHADA des sociétés coopératives de Jean Gatsi, disponible chez l'Harmattan depuis octobre 2011. Donnez vie à votre manuscrit chez Aphrodite.